Bonjour et bienvenue dans Question d'actu. Plus de 20 jours de combat, environ 700 morts et 5000 blessés. L'ONU qui alerte sur la situation humanitaire, une situation qui s'aggrave, et l'ONU qui craint même un exode massif du Soudan. À l'heure où l'on compte plus de 350 000 personnes déplacées et 150 000 poussées à l'exil. Malgré l'annonce d'une nouvelle trêve d'une semaine obtenue sous auspice du voisin sud-soudanais, les combats continuent de faire rage au Soudan. Les affrontements entre les forces des numéro 2 et 1 de la transition plongent le Soudan dans les abysses de la terreur. Comment risque d'évoluer ce conflit? Quel parti semble prendre l'avantage et surtout quels impacts sur les pays frontaliers et voisins du Soudan? Nous verrons aussi si la communauté internationale peut-elle vraiment arrêter ces affrontements. On s'interroge donc sur tout cela dans Question d'actu avec nos invités. Il s'agit de Mohamed Eshkoundi. Il est spécialiste de la gouvernance et du développement en Afrique. Il est professeur à l'université Mohamed V de Rabat, d'où il nous rejoint en duplex. Bonjour à vous, professeur Eshkoundi. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Depuis Paris, Ahmed Yacoub Dabio, il est expert en gestion des conflits et président du CEDPE, le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme. Bonjour à vous, Ahmed Yacoub Dabio. Bonjour. Merci donc d'accepter notre invitation. Alors, je commence par une question adressée à vous deux et à laquelle peut-être va répondre d'abord Mohamed Eshkoundi. Plus de 20 jours de combat avec tout ce bilan qu'on vient d'évoquer. Alors, qui peut arrêter ou qu'est-ce qui peut arrêter ces deux généraux rivaux qui plongent le pays quand même dans une crise qui risque de s'aggraver davantage, Mohamed Eshkoundi? Oui, c'est vrai, c'est une question très, très pertinente. Elle est à la fois pertinente et complexe. Complexe parce que quand on sait la complexité aussi de ce conflit, parce que c'est un conflit qui est très complexe, qui se nourrit de plusieurs variables et dimensions. D'abord des variables internes. C'est un conflit, on veut dire, qui a commencé, qui germait depuis 2019, voire même avant. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive à un point culminant où il y a deux généraux, c'est-à-dire Al-Burhan, qui représente l'armée officielle, et Hamdan Daglo, c'est-à-dire qui représente le groupe paramilitaire, qui jure un peu d'en découdre que par la force. Et c'est là où c'est très compliqué parce que, en termes de gouvernance, le pays avançait très bien par rapport à la gouvernance de transition, autant maintenant il y a beaucoup de complexification de ce processus à partir du moment où nous assistons à des hostilités entre les deux parties. Donc, quand on voit un peu, quand on essaie d'analyser le discours de part et d'autre des uns et des autres, quand on voit au niveau de l'armée officielle qui considère le groupe paramilitaire comme étant un mouvement de rébellion. Et le cas échéant, il faut le combattre en quelque sorte. De l'autre côté, pour Hamdan Daglo, l'idée aussi, c'est de renforcer davantage sa présence, mais cette fois-ci au niveau de la gouvernance politique, au niveau de la gouvernance de transition. Donc, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les pourparlers, les initiatives pour faire cesser les hostilités, on peut dire qu'elles n'ont pas abouti. Et la preuve en est que le Soudan traverse une crise un peu de grande ampleur, une crise qui, plus elle dure dans le temps, il faut le dire, plus devient complexe à partir du moment où il se matérialise aussi. Cette complexité amène de nouveaux acteurs et voire même de nouvelles dimensions un peu pour qu'il s'implique davantage sur la scène politique interne. Donc, qui peut l'arrêter? Il y a beaucoup d'initiatives. Attardons-nous un temps soit peu sur les initiatives de portée continentale. Nous avons les efforts, c'est-à-dire tripartites au niveau de l'ONU, l'Union africaine et les GAD. Donc, moi, de mon humble point de vue, c'est le concours des efforts de la communauté internationale et des efforts des organisations africaines, à l'instar de l'Union africaine et les GAD, qui sont à même de venir à bout de ce conflit. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut exclure les autres parties prenantes, les autres acteurs, mais il faut d'abord que le processus dont nous parlons en vue de faire cesser les hostilités soit porté par l'Union africaine, les GAD et l'ONU.
Alors, à ce propos, l'armée soudanaise, donc dirigée par le général Burhan, dit en tout cas, pas privilégier, mais quand même bénit les initiatives africaines. Je rappelle aussi que les pays arabes devront se réunir le dimanche prochain, leur ministre des Affaires étrangères, donc la Ligue arabe, pour essayer de trouver une solution à ce qui se passe au Soudan. Alors, je mets la direction sur Paris pour retrouver Ahmed Yacoub Dabio. Ahmed Yacoub Dabio, vous avez été au Tchad, vous connaissez un peu la complexité de cette région-là, aussi bien sur le plan économique, politique, socio-culturel. Je demandais à Mohamed Eshkoundi qu'est-ce qui peut arrêter ce conflit. Alors je vous dirai autrement la question, qui peut arrêter ces deux belligérants? Avant de parler de ce qui peut arrêter ces deux belligérants, parce qu'aujourd'hui ils ne sont pas seulement deux, il y a une troisième partie qui est rentrée dans la danse, en l'occurrence les deux mouvements politico-militaires signataires de l'accord de Djouba, le mouvement de MLS de Arko Minnawi et le mouvement de MJA de Djibril Khalil. Aujourd'hui, leurs forces contrôlent la quasi-totalité de deux importantes villes de Darfour, Al-Jinéna et Al-Fashir. Là, la troisième partie, et attendons si la guerre continue et qu'on ne trouve pas une solution pour arrêter ces deux généraux qui s'affrontent depuis environ 3 semaines, où il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Il y aura effectivement un quatrième acteur qui sera en toute sincérité le terrorisme, parce que le terrorisme cherche toujours là où les institutions de l'État sont faibles. Alors, vous avez parlé de cette troisième partie. Vers qui risque-t-elle de soutenir dans ce conflit? Ou est-ce une troisième partie qui est carrément distincte des deux belligérants? Non, vous savez, il y a eu un accord de paix qui a été conclu à Djouba et qui engage environ 7 mouvements politico-militaires qui sont rentrés. Et Arko Minnawi, par exemple, il occupe le poste de gouverneur de Darfour et Djibril Khalil occupe le poste de ministre des Finances. Et tous les deux, et en plus d'autres mouvements, ont une présence effective, je dis bien une présence militaire effective à Khartoum, bien que leurs fiefs principaux se trouvent dans le Grand Darfour. Mais après les affrontements, ces forces, les forces de deux grands mouvements, sont intervenues dans les deux grandes villes, en l'occurrence El Jinéna et Al-Fashir, pour s'interposer entre les deux armées, entre les forces de deux armées. Maintenant, il faut se poser la question, quand est-ce que ces deux forces acceptent de quitter leur position de deux grandes villes occupées entre guillemets? C'est une troisième partie qui rentre dans la danse. Et attendons, il y aura bien sûr une quatrième partie, c'est le terrorisme. Maintenant, par rapport aux conséquences, il y a des conséquences sécuritaires, des conséquences humanitaires, des conséquences politiques, des conséquences économiques et des conséquences terroristes. En ce qui concerne les conséquences sécuritaires, il y a 2 pays qui sont affaiblis par des guerres internes, en l'occurrence le Tchad. Oui, nous reviendrons certainement sur ce risque de contagion, mais là, ce que vous développez est intéressant, surtout vu l'angle de risque de développement, en tout cas d'une gangrène terroriste. Quels sont ces mouvements terroristes qui risquent de profiter de cette fragilisation des institutions au Soudan pour s'affirmer? Vous savez, vous êtes sans ignorer que Ben Laden a formé Al-Qaïda au Soudan. Après la chute du président Omar el-Béchir, le régime militaire a eu à démanteler des cellules terroristes à Khartoum, non loin de Khartoum. Ces cellules sont toujours des cellules dormantes qui peuvent se réveiller à tout moment quand ils sentent que l'État est faible. Aujourd'hui, l'État est faible. Voyons ce qui se passe
à l'intérieur de Khartoum, on utilise les pratiques des terroristes. Allahu Akbar, avec des vêtements qui ressemblent à ceux d'Al-Qaïda et de l'État islamiste. Et c'est pourquoi il est dans l'intérêt de la communauté internationale de faire en sorte que cette guerre s'arrête. Parce que vous savez, avant le déclenchement de la guerre, le 15 avril, il y a eu un processus de transfert du pouvoir à un gouvernement civil. Pourquoi ne pas reprendre ce processus, convaincre les deux parties, les deux généraux, d'arrêter les affrontements et de continuer à exécuter ces processus de paix qui visent à transférer les pouvoirs à un gouvernement civil. Mais attention, on ne peut pas remettre le pouvoir à un gouvernement civil si on n'interpose pas, si on n'envoie pas une force pour empêcher les belligérants de s'affronter ou de mettre dans une mauvaise situation le gouvernement civil qui doit être mis après un accord de paix entre les deux belligérants. En tout cas, l'accord qui existait avait déjà du mal à tenir. On a assisté quand même à ce que certains ont qualifié de putsch par rapport à cet accord-là. Les civils ont été exclus et les militaires qui les ont mis de côté s'affrontent aujourd'hui. Alors, je reviens à Rabat. Heureusement, les deux parties reconnaissent au moins ce processus. C'est ça, c'est d'où vient l'intérêt. C'est pourquoi on peut reprendre ce processus et convaincre tout le monde à aller vers un gouvernement de transition civile. Alors justement, Mohamed Eshkoundi, pour aller vers ce gouvernement de transition civile, il est évident que chacune des parties devrait lâcher du lest. Au regard de l'évolution des affrontements aujourd'hui, quelle partie vous semble davantage dominer l'autre, ou une fois qu'on serait appelé autour d'une table de négociation, qui est en train de prendre le dessus? Si on s'en tient un peu au discours c'est-à-dire de l'armée officielle, c'est-à-dire quand nous avons vu la dernière déclaration de Kabashi, c'est-à-dire l'un des membres du conseil de transition, pour lui, il n'est pas question d'avoir des négociations avec les forces de soutien rapide, c'est-à-dire dirigées par Daglo. Il peut y avoir des pourparlers, des négociations grâce aux médiations du président de Sud-Soudan, mais des médiations autour des couloirs humanitaires, la création des couloirs humanitaires pour permettre l'évacuation des populations et ainsi de suite, et pour permettre tout ce qui est approvisionnement. Donc, jusqu'à preuve de contraire, il paraît que l'armée officielle semble en quelque sorte prendre le dessus, ne serait-ce qu'au niveau de Khartoum. C'est-à-dire, et c'est pour ça, d'où son discours, d'où ces dernières déclarations, les déclarations récentes, parce qu'il maintient le qualificatif qu'il avait utilisé au début, comme quoi, c'est-à-dire le groupe paramilitaire est un groupe de rébellion qu'il faut combattre en quelque sorte. Et donc jusqu'à maintenant, il les avait qualifiés de milices. Milices, exactement. Donc pour l'armée officielle, en l'état actuel des choses, il n'est pas question de négocier avec les forces de soutien rapide, parce que pour l'armée officielle, le fait de considérer, c'est-à-dire d'accepter d'avoir des négociations avec ce qu'il qualifie de milice, reviendrait à reconnaître à manifester en quelque sorte certaines faiblesses. Donc on peut dire, en se basant sur la lecture de ces discours, l'analyse de ces discours, on peut dire qu'il semble que c'est l'armée officielle qui reprend finalement le dessus par rapport au groupe de soutien rapide. Et donc, ça ne fait que complexifier davantage cette crise. Le professeur a montré que plus la crise dure dans le temps, on l'a dit, plus il y a de nouveaux acteurs qui émergent, parce qu'il y a des vieux démons, c'est-à-dire il y a des conflits qui sont endormis, des conflits au niveau interne, parce qu'il faut dire que surtout au niveau de Darfour, il y a plusieurs tribus. Ces tribus, ils ont des ramifications au niveau des pays de voisinage, au niveau de Tchad, au niveau de la Libye, de la Centrafrique. Et donc, plus le conflit dure dans le temps, s'installe dans le temps, plus certains conflits, on va dire tribaux, aussi émergent ou réémergent en quelque sorte. Et ça ne fait que rajouter à la complexité.
au-delà, hormis le fait que, en même temps, sans parler, c'est-à-dire de tout ce qui est conflictualité interne, il y a une espèce de conflictualité, on peut l'appeler externe, qui émerge. C'est-à-dire il y a des acteurs avec des intérêts ô combien divergents, des intérêts géostratégiques, que plus ils voient que le conflit dure dans le temps, plus ils ont envie d'intervenir pour, en quelque sorte, mettre en valeur ou bien pour sauvegarder leurs intérêts stratégiques, des intérêts qui peuvent être soit géopolitiques au niveau de positionnement géographique du Soudan, soit des intérêts liés à l'accès aux ressources énergétiques, aux ressources minières, soit des intérêts liés aussi à tout ce qui est, c'est-à-dire maintenir donc des intérêts, on peut dire, hydrauliques au niveau de partenariats que certains pays, à l'instar de l'Égypte, ont avec le Soudan concernant le partage des eaux de Nil, en quelque sorte. Donc, c'est une crise avec des... Oui. Alors, un acteur qui semble atterré même, j'oserais dire, ce sont les civils. Ces civils qui devaient hériter de ce pouvoir pour un retour à l'ordre normal, disons, en termes de gouvernance au Soudan, on ne les entend pratiquement plus. Est-ce que vous pensez réellement, vu cet affrontement militaire qui continue actuellement, est-ce que dans un futur proche ou moyen terme, pensez-vous sérieusement que les civils pourront avoir droit au chapitre au Soudan ? Je pense que oui, ils finiront par avoir droit au chapitre parce qu'ils avaient droit au chapitre, parce que c'est grâce aux civils que le système de gouvernance nationale du pays était en train de changer. Ça a été interrompu par ces conflits, par des conflits autour de pouvoir entre des éléments de l'armée, c'est-à-dire l'armée officielle et le groupe paramilitaire. Mais je crois que, étant donné les conséquences internes de ce conflit, les conséquences internes, nous avons vu, quand nous interprétons les chiffres de l'ONU par rapport au nombre de déplacés internes, d'abord plus de 300 000 personnes qui ont été forcées de se déplacer. Plusieurs personnes ont quitté Khartoum tout simplement parce que les bombardements ou les hostilités entre les deux groupes ont fait en sorte qu'il y ait une destruction des infrastructures par rapport à tout ce qui est assainissement concernant l'eau, concernant l'accès à l'électricité, donc une destruction des infrastructures. Et tout ça, ça met en colère bien évidemment la population, d'autant plus que le processus qu'il a essayé un peu, auquel il tenait précieusement jusqu'à maintenant, à savoir qu'il avait abouti à l'accord cadre, au terme duquel on allait assister à un transfert de pouvoir aux civils, c'est-à-dire au retour à un système de gouvernance, c'est-à-dire basé sur la partie civile, sur les secteurs civils. Je crois que tout ça, ça multiplie la colère de la population locale. Moi, je crois que ces éléments-là, ils vont pousser. Nous commençons à voir aujourd'hui, il commence à y avoir des manifestations, c'est-à-dire une population qui, entre guillemets, elle est un peu exaspérée par tout ce qui se passe dans le pays, surtout la manière dont le pays est détruit et la manière dont aussi certains innocents sont tués gratuitement, c'est-à-dire au nom, ils sont sacrifiés à l'autel des intérêts, c'est-à-dire individuels. Et on voit que la population est exacerbée par ce genre de comportement. Donc je crois que oui, la population civile sera appelée à jouer dans les jours qui viennent peut-être un rôle important dans la reprise, on va dire, de cette gouvernance civile, de cette transition basée sur des mécanismes de gouvernance civile. En tout cas, on l'espère. À ce propos, je rappelle que l'ONU dénombre déjà 350 000 déplacés et plus de 115 000 donc exilés en raison de cette situation et d'une situation humanitaire qui se complique. Au Tchad, par exemple, on a reçu des milliers de Soudanais en quelques jours, des flux de réfugiés. Justement, Ahmed Yacoub Dabio, quelles sont les marges de manœuvre en termes d'intervention humanitaire des pays limitrophes, mais aussi de la communauté internationale? Parce que là, on semble être dans un affrontement où certaines règles de la guerre ne sont même pas respectées, avec des hôpitaux visés notamment. Vous savez, avant de répondre à votre question, je reviens sur un passage que notre ami Mohamed a évoqué. La déclaration du général Shamseddin Al-Kabashi. Il a fait cette déclaration, c'était à une émission il y a 3 jours où j'étais moi-même présent.
Et il a souligné qu'il est hors de question de négocier avec les forces de soutien rapide. Vous savez, on ne choisit pas son ennemi. Et il faut comprendre que l'armée a eu à affronter une surprise. Et c'était un choc. Et je crois que les généraux n'ont pas quitté encore les chocs dans lesquels on les a mis. Parce que l'affrontement ou l'offensive était à 9h15 où les officiers supérieurs étaient tous dans leur bureau. Et les forces de soutien rapide ont arrêté dans leur bureau plus de 140 officiers. Et ils ont arrêté aussi des familles. D'où on voit l'amertume des généraux et leur position radicale. Sinon, à vrai dire, on ne choisit pas son ennemi, mais on est obligé de négocier avec son ennemi pour trouver une solution. En ce qui concerne qui est fort, qui occupe, là aussi c'est la confusion totale, parce que les structures qui représentent les symboles de l'État, et surtout l'aéroport international de Khartoum, la télévision nationale, l'état-major, le palais présidentiel, toutes les quatre structures qui représentent les symboles de l'État, qui occupent, qui contrôlent ces quatre structures, il y a une sorte de communication, de désinformation, où même les organes de presse qui sont sur place ne sont pas en mesure de donner avec précision qui occupe quoi. Et c'est pourquoi moi j'ai des doutes vraiment de la supériorité de l'armée soudanaise. Il est vrai qu'aujourd'hui, on parle de l'occupation d'un pont à Khartoum par les forces de l'armée soudanaise, mais ils sont supérieurs par rapport seulement à la force aérienne. Nous attendons les 2-3 prochains jours pour voir qui peut occuper ou contrôler Khartoum. En ce qui concerne votre question sur les conséquences au Tchad et surtout la situation humanitaire, vous savez, là aussi, il y a un doute sur les chiffres que l'ONU donne. Entre le Tchad et le Soudan, il y a une frontière longue de plus de 1300 km. Et cette frontière est poreuse et les tribus vivent à cheval, où le déplacement, la circulation des êtres humains, elle est très, très, très facile. Il n'y a pas de checkpoint, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de frontières, de barrages, etc., comme ça se passe partout ailleurs. Et on ne peut pas dire qu'il y a 200 000, qu'il y a 20 000. Moi, ça m'a fait rigoler un peu, parce qu'aujourd'hui, il y a, avant les affrontements, il y a environ 400 000 réfugiés et il y a des villes soudanaises qui sont rentrées au Tchad à partir de la frontière longue de 1300 km. C'est pourquoi donc à vous entendre parler, il y a beaucoup plus de déplacés par rapport aux chiffres que l'on nous donne. Bien sûr, bien sûr. On peut parler de plus d'1 million de déplacés soudanais au Tchad, que ce soit des réfugiés ou des gens qui ont des liens familiaux. Moi, par exemple, je suis du Tchad, mais j'ai la sœur de mon père, de même père, qui est au Soudan avec ses enfants, qui a quitté le Tchad dans les années de la famine, vers les années 63, 64, 65. C'est une famille soudanaise. Donc, si cette famille revient au Tchad, elle n'est plus réfugiée, peut-être elle est déplacée. Donc, est-ce qu'on compte tous les déplacés ou tous les retournés, si vous voulez? Non. L'ONU doit faire un travail conséquent, surtout dans le domaine humanitaire. Parce qu'on voit ce qui se passe au port Soudan, où on affrète des bateaux, des navires, des avions pour évacuer les ressortissants étrangers. Et de l'autre côté, on voit que des réfugiés qui n'ont rien à manger, qui n'arrivent pas à se nourrir, qui n'arrivent pas à se loger, qui n'arrivent pas à... Et là, moi je dis c'est une ségrégation dans le domaine du traitement de l'action humanitaire. Au niveau du Tchad, nous avons un problème sérieux. Il y a des conséquences politiques, des conséquences sécuritaires, des conséquences humanitaires, des conséquences économiques. Vous savez, au niveau des Djinéna,
il y a plus de 6 000 armes de tout calibre qui ont disparu. Parce qu'il y a des magasins d'armement dans le commissariat et des camps militaires qui ont été cambriolés. Et ça se retrouve entre les mains des paisibles citoyens. Ces armes peuvent circuler au Tchad et peuvent causer un problème sécuritaire. Ça, c'est en plus de la situation humanitaire. Et nous, au Tchad, nos produits, nos denrées alimentaires, le matériel de construction, les carburants proviennent du Soudan, surtout en ce qui concerne la région de l'Est, Abéché, Biltine, etc. Ça provient du Soudan. Aujourd'hui, le Soudan est bloqué. Il y a une flambée des prix dans cette région. Du fait notamment que le Tchad est un pays continental. En tout cas, ce que vous venez d'évoquer sur le Tchad... En plus de cela, aussi, il y a un volet politique. Vous savez, il y a ceux qui soutiennent Damasseri, les forces de soutien rapide, et il y a ceux qui soutiennent aussi au niveau de l'État. Au niveau de l'État, des responsables qui soutiennent les forces de soutien rapide, et il y a des responsables qui soutiennent l'armée nationale soudanaise. Régulière. Donc, ce sont des conséquences très sérieuses que le Tchad a intérêt de gérer. C'est ça. En tout cas, le Tchad n'est pas le seul pays concerné. Juste avant d'en finir sur la situation humanitaire, je rappelle que l'ONU parle des besoins de 402 millions de dollars pour venir en aide donc, à ces populations soudanaises. Le Soudan, un pays de 45 millions d'habitants, il faut le rappeler. Alors, un pays de 45 millions d'habitants, Ahmed Yacoub Dabio parle d'au moins peut-être 1 million de déplacés vers le Tchad. Les autres pays aussi ne sont pas épargnés. Justement, parlons des risques de contagion sur le plan sécuritaire. Vous avez parlé tout à l'heure du plan politique, mais au-delà du politique, sur le plan sécuritaire, quels sont, Mohamed Eshkoundi, les risques de contagion dans cette région, que ce soit la partie désertique avec le Tchad, mais aussi vers le sud en Afrique centrale? Oui, en fait, c'est une région qui est à haut risque au regard d'abord de sa position géographique et au regard des pays qui la composent. Parce que et on voit que la plupart des pays de la région, ils sont fragiles. Ils sont fragiles quand on tient compte un peu de l'ensemble des conflits qu'ils ont traversés ces dernières années. Et ce conflit-là que traverse le Soudan risque un peu de rejaillir sur les pays limitrophes, sur les pays de la région. On peut rapidement prendre l'exemple de l'Éthiopie, par exemple. L'Éthiopie commence à peine à sortir. Il y a eu les accords de Pretoria d'un conflit avec notre région, Tigray et tout. Donc le fait qu'il y ait un conflit au Soudan, le fait qu'il y ait un déplacement, un mouvement de réfugiés, des flux de réfugiés vers l'Éthiopie, ça la fragilise davantage. Ça la fragilise davantage au niveau, c'est-à-dire des flux de réfugiés, ça la fragilise davantage étant donné que ce conflit qui émerge au Soudan est de nature à réveiller d'autres conflits au sein de l'Éthiopie. On peut prendre aussi l'exemple du Sud-Soudan. Le Sud-Soudan, c'est un jeune État dont, on va dire, pratiquement 70% de la population dépend de l'aide humanitaire. Et en plus, les chiffres, les statistiques officielles parlent de plusieurs, c'est-à-dire de plus de, j'ai l'impression, de 200 000 réfugiés sud-soudanais qui vivaient au Soudan. Mais maintenant, ces réfugiés qui souffrent déjà de certaines fragilités chroniques, parce qu'à un moment donné, ils étaient obligés d'abandonner leur pays, d'abandonner aussi leur domicile, leur maison, pour aller vivre, chercher à la recherche de la sécurité au Soudan. Maintenant, étant donné que ce dernier connaît une crise de grande importance, de grande ampleur, donc les Sud-Soudanais sont obligés d'assurer un mouvement, on va dire, de se réfugier, de retourner vers le pays. Donc il y a un déplacement qui devient chronique, qui devient un peu ininterrompu. Et ça renforce davantage la fragilité de ces populations, comme je viens de dire, qui sont déjà fragiles. En même temps, le Sud-Soudan, il faut dire, il y a certains, malgré les conflits de jadis, il y a certaines complémentarités entre le Soudan et le Sud-Soudan, ne serait-ce qu'au niveau de l'économie. C'est-à-dire l'économie sud-soudanaise qui reste
encore fragile, en phase de construction, ainsi de suite, risque de se fragiliser davantage, étant donné le rôle que le Sud-Soudan joue dans le transport, dans tout ce qui est oléoduc, c'est-à-dire le transport, c'est-à-dire le rôle que le Soudan plutôt joue dans le transport de pétrole en provenance de Sud-Soudan. Sans pour autant citer la Libye. La Libye aussi, elle connaît une fragilité chronique depuis 2011. Il y a toujours des intérêts rivaux qui se manifestent en Libye. Le pays n'est pas encore entré dans une phase de stabilisation. Donc le fait que le pays qui se trouve, qu'il y a c'est-à-dire des frontières avec le Sud, c'est-à-dire le fait que le Soudan entre dans une crise, ça peut aussi rejaillir négativement sur c'est-à-dire la Libye. Il y a aussi la Centrafrique, le Tchad. Le professeur tout à l'heure a montré le rôle du Soudan. Le Soudan, c'est une grande économie qui joue en tout cas un rôle important pour les pays voisins. Pour les pays voisins par rapport à tout ce qui est approvisionnement en produits alimentaires, ou bien approvisionnement énergétique et j'en passe. Donc le fait que le Soudan connaisse une fragilité qui risque d'être chronique en ne connaissant la nature de conflit. C'est un conflit un peu dans le leitmotiv étant la recherche de pouvoir. C'est un conflit autour de pouvoir en quelque sorte et c'est un conflit dans lequel il y a une prééminence de l'intérêt individuel sur l'intérêt collectif. Donc ça peut avoir des conséquences dramatiques sur la stabilité économique en Centrafrique, au Tchad et j'en passe. Et je viens de parler aussi du Soudan. C'est ça. En tout cas, je pense que vous avez bien ratissé les différents points géographiques autour du Soudan, que ce soit du nord ou vers le sud. Alors, Ahmed Yacoub Dabio, vous êtes un spécialiste de cette région, d'où vous êtes issu. Tout à l'heure, l'un d'entre vous a parlé de la probabilité, pas de probabilité, mais peut-être de la nécessité de mobiliser une force d'intervention étrangère. Pensez-vous que les pays de la région sont en mesure de faire cette proposition-là pour aller calmer la situation au Soudan? Mais cette guerre ne concerne pas que les pays de la sous-région ou de la région. Si l'État islamique s'en mêle, ça sera un problème d'ordre international. Vous savez, la communauté internationale a intérêt, comme je l'ai dit, de faire cesser les armes à Khartoum le plus tôt possible. Et comme il y a un processus, comme je l'ai dit bien, il y a un processus déjà engagé et que les deux belligérants étaient d'accord. Et à chaque fois, ils le répètent qu'ils sont pour le processus visant à remettre le pouvoir aux civils. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Maintenant, il faut ramener les deux parties à la table des négociations pour la signature d'un accord. Et dans cet accord, il doit avoir un volet qui stipule qu'il faut remettre le pouvoir à des civils. Mais un gouvernement civil entre deux belligérants militaires, je ne crois pas que ça va évoluer. Donc, il faut prévoir une armée d'interposition, pas une armée sous l'article 7, mais une armée d'imposition qui permet au gouvernement de vaquer à ses fonctions et qui empêche les belligérants de s'en prendre militairement au gouvernement. L'autre question qui se pose, Mohamed Yacoub Dabio, et on l'a évoqué, c'est la probabilité ou la nécessité d'envoyer une force étrangère des pays de la région. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Pensez-vous que cela soit vraiment faisable? Non, moi je ne parle pas des pays de la région. Je parle de la communauté internationale dans son ensemble. Aujourd'hui, on ne peut pas quand même être, je ne sais pas, chauviniste à tel point qu'on refuse l'implication de toute la communauté internationale dans le cadre de la recherche de la paix. Il faut nécessairement impliquer la communauté internationale dans la recherche des solutions. Un, faire revenir les deux protagonistes à la table de négociation pour la signature d'un accord visant à remettre ou à transférer les pouvoirs à un gouvernement civil. Deux, envoyer une force d'interposition
au Soudan pour permettre au gouvernement d'évacuer à ses devoirs. Et 3, demander aux forces belligérantes d'évacuer Khartoum à environ une cinquantaine de kilomètres. Chacune des forces doit se retirer de Khartoum jusqu'à 50 kilomètres. Et voilà, peut-être ça sera une solution qui pourrait rapporter la paix au Soudan et empêcher l'implication d'un autre acteur qui serait les terroristes et qui serait très difficile de l'éradiquer. Alors, c'est très difficile. Alors, Mohamed Eshkoundi, pensez-vous quand même, c'est un peu mesquin de raisonner ainsi, mais ne pensez-vous pas que la communauté internationale essaie quand même de voir comment la situation évolue, ou plutôt essaie de voir ces deux forces d'abord s'épuiser avant de pouvoir intervenir? Parce que, je le rappelle, les forces d'intervention de soutien rapide du général Hemeti intervenaient au Darfour, où on les accuse même de crimes contre l'humanité. Burhan aussi était un chef dans l'armée qui est intervenu au Darfour. Donc finalement, ne pensez-vous pas que la communauté internationale laisse d'abord ces deux forces s'épuiser, se neutraliser entre elles avant de pouvoir intervenir? Oui, en tout cas, on a l'impression que la communauté internationale a accusé beaucoup de retard par rapport à la manière dont elle interfère ou il intervient sur ce conflit, en quelque sorte. C'est-à-dire, on a l'impression qu'elle est dans une espèce d'expectative. Il attend de savoir sur quoi, malgré les tentatives, un peu les médiations, mais ce sont des médiations dont le rôle principal étant des médiations qui insistent sur la nécessité d'arrêter les hostilités et sur l'importance aussi d'observer des périodes de trêve, en quelque sorte. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, la communauté internationale n'a pas fait montre de sa capacité, un peu de sa détermination à faire cesser ce conflit. Donc il y a, on ne va pas dire certains laxismes, il y a beaucoup de retard en la matière, et plutôt que d'insister sur l'importance d'arrêter les hostilités et de trouver une solution le plus rapidement possible à la crise, on se contente. C'est important aussi d'insister là-dessus, mais c'est-à-dire on insiste sur les conséquences. Bien évidemment, il y a des conséquences humanitaires de la crise. Alors qu'en même temps, il faudrait que la communauté internationale privilégie une approche qui combine entre les deux. À la fois, il y a des populations qui sont dans les besoins les plus absolus par rapport à tout ce qui est accès à l'alimentation, par rapport à tout ce qui est sécurisation et ainsi de suite, par rapport à tout ce qui est rétablissement des réseaux d'eau, d'électricité, j'en passe. Et en même temps, il faut aussi privilégier une approche de gestion de conflits. Donc, en même temps, j'aimerais revenir un peu sur une force externe. Est-ce que c'est la solution la plus idoine un peu pour faire cesser les hostilités? C'est vrai, on a l'impression que les deux belligérants, ils ont besoin, c'est-à-dire d'une force un peu supranationale qui s'impose à eux pour qu'ils puissent arrêter les hostilités. Mais en même temps, il ne faut pas aussi que ce soit un alibi pour affaiblir davantage un pays qui commence à montrer certains signes de fragilité. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a une armée officielle, c'est-à-dire au Soudan, il y a une armée officielle. Cette armée officielle a une histoire, il a mis du temps pour se mettre en place et ainsi de suite. Donc peut-être l'idée, moi je crois que grâce aussi, il ne faut pas, vous l'avez dit tout à l'heure, grâce aussi à l'apport de la partie civile, parce que les acteurs locaux, nationaux, il faudrait leur faire jouer un rôle important pour revenir, parce que pour revenir à l'esprit de l'accord cadre. Et c'est grâce à l'accord cadre que l'on peut, en quelque sorte, commencer à parler tout en intégrant. Parce que faire en sorte que l'accord cadre puisse intégrer de nouveaux acteurs, pour qu'il puisse y avoir un consensus national sur les modalités de transfert. Il faut insister là-dessus. Surtout que les deux militaires, un peu, ils ont fait courir beaucoup de risques au pays. Nous parlons au Soudan de risque que le pays devient un État failli. Et en même temps, ce qui se passe au Soudan, nous le savons pertinemment, ce qui se passe au Soudan ne reste pas au Soudan.
ce qui se passe au Soudan rejaillit sur les autres pays de la région. Et donc, si jamais le Soudan, on ne souhaite pas ça, parce qu'il faut absolument, le plus rapidement possible, trouver une solution, une issue à cette crise. Si jamais le Soudan devient un État failli, c'est toute une région qui deviendrait une région, j'ai envie de dire, faillie. Par région faillie, il faut dire une région en qui personne n'a confiance. Je parle des institutions de financement, je parle des modalités de développement et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire il faut mesurer, c'est-à-dire les acteurs, il faut les ramener à la raison, à ce qu'ils prennent la pleine mesure du risque ou des risques qu'ils font courir au Soudan, en quelque sorte. En tout cas, à propos de ce que vous disiez, Khalid Omar Youssef, qui était un ancien ministre soudanais civil limogé lors du putsch, a déploré, je cite, selon lui, alors sa déclaration: à chaque minute de guerre en plus, des gens meurent ou sont jetés dans les rues, la société se désagrège et l'État s'affaiblit et se décompose un peu plus. À ce propos, il y a l'armée du général Burhan qui s'engage à nommer un émissaire pour négocier une trêve donc, avec le camp rival sous l'égide des présidents sud-soudanais, kenyans et djiboutiens, donc dans un pays qui doit être déterminé, qui doit accueillir ces discussions. Si on sort, vous l'avez évoqué, ce que peuvent faire les voisins du Soudan qui sont en train de subir les contre-coups de ce conflit, mais au niveau de la communauté internationale hors Afrique, je pense aux États-Unis notamment, ou peut-être à la Russie, on ne sait jamais, parce que la première trêve a été obtenue sous pression américaine. Qu'est-ce que ces grandes puissances-là peuvent faire, selon vous, Ahmed Yacoub Dabio? Vous savez, les Africains sont déçus des grandes puissances, parce qu'ils disent, là où elles interviennent, elles ne réussissent pas à pacifier un pays. Mais le monde est obligé de faire avec ces grandes puissances pour avoir des solutions dans un pays comme le Soudan. Vous savez, je suis surpris d'apprendre qu'il y a environ 19 000 Américains au Soudan, mais on m'a fait comprendre que la majorité, ce sont des binationaux. Malgré cela, c'est un lobbying très important pour essayer de convaincre l'administration américaine à aller vers la paix. Aujourd'hui, Biden a multiplié les déclarations pour dire que l'Amérique ne permet pas à ceux qui troublent la situation au Soudan. Nous n'avons pas évoqué un volet très important. Le Soudan produit environ 90 tonnes d'or par an. Il paraît que 70%, selon New York Times, en 2022, 70% de cette production passe par les Émirats arabes unis en direction de la Russie et d'autres pays. Vous croyez que si on n'implique pas dans la recherche de solutions des pays comme les Émirats arabes unis, est-ce qu'on peut obtenir ou arriver à une solution? Je ne crois pas. Et c'est pourquoi moi j'insiste sur le fait que la communauté internationale qui doit s'impliquer sous l'égide de l'Union africaine et de l'IGAD pour obtenir une solution au Soudan. La communauté internationale qui est en tout cas appelée à intervenir dans sa diversité. Alors, peut-être on s'achemine vers la fin de cet entretien. Il y a un acteur quand même qu'on n'a pas aussi évoqué, c'est l'Union africaine. Le président de la Commission de l'Union africaine avait promis de se rendre dès les premiers jours au Soudan. Ça n'a jamais encore été le cas, peut-être pour des raisons donc, de sécurité. Mohamed Eshkoundi, que peut faire l'Union africaine au Soudan? Je crois que l'Union africaine, déjà, il fait beaucoup de choses. C'est vrai que le président de la Commission de l'Union africaine n'a pas pu se rendre au Soudan en raison des confrontations.
qui ne se sont pas arrêtés depuis le 15 avril, malgré le fait qu'il ait été ponctué par des périodes de trêve. Mais l'Union africaine aussi soutient les efforts de la communauté économique régionale. On sait que l'Union africaine est dotée d'un Conseil de paix et sécurité. L'Union africaine aussi, elle essaie de mettre en place une approche tripartite depuis l'accord cadre, une approche où il y a l'importance de l'apport, c'est-à-dire de l'IGAD, et nous savons que l'IGAD aussi est très actif parce que c'est grâce aux efforts de l'IGAD soutenus par l'Union africaine qu'il va y avoir des pourparlers entre les deux parties. Vous l'avez dit tout à l'heure, reste à déterminer, c'est-à-dire le pays qui va être le hôte un peu de ces pourparlers. Donc, en même temps, l'Union africaine continue à faire pression sur le Soudan pour qu'il y ait une cessation, c'est-à-dire des hostilités, tout en se basant, tout en se fondant aussi, en accordant une place importante aux efforts de la communauté internationale. En même temps, j'ai envie de dire, donc, c'est-à-dire l'Union africaine est appelée à jouer un rôle important pour faire cesser cette crise. Comment? C'est-à-dire en essayant de développer, parce que jusqu'à maintenant, l'approche un peu d'intervention, l'approche de médiation, ou les approches de médiation, ils sont divergentes. Parce que quand on voit certaines puissances essayer d'intervenir, mais sans pour autant qu'il y ait une concordance. J'ai envie de dire que la seule approche où il semble y avoir un minimum de concordance, c'est celle qui est prônée par l'Union africaine. Parce que à cette approche collaborent, c'est-à-dire l'ONU, c'est-à-dire la communauté internationale, l'IGAD, la communauté économique régionale, comme je viens de le dire, et l'Union africaine. Donc, tout ce qui se décide au sein de l'Union africaine, grâce à la réforme de la commission Kagame, devrait être implanté par les communautés économiques régionales. Donc là, nous avons un cas de figure où il y a une coordination, c'est-à-dire entre les efforts de l'Union africaine et de l'IGAD. En même temps, j'ai envie d'embrayer sur un autre élément par rapport à la communauté internationale. Et c'est là où le bas blesse concernant les conflits qui éclatent en ce moment en Afrique. On a envie de se poser la question peut-être triviale, mais importante en même temps. C'est-à-dire, qui représente la communauté internationale? Parce que jusqu'à maintenant, on voit qu'il y a une divergence entre les puissances. La communauté internationale, certes, ce sont des institutions, mais derrière les institutions, il y a des pays, il y a des puissances, en quelque sorte. Donc, jusqu'à maintenant, on peut dire que la communauté internationale peut aller dans le sens de la sécurité du Soudan comme bien public mondial, c'est-à-dire il faut coûte que coûte défendre la sécurité du Soudan, mais en même temps, on a peut-être des interférences étrangères, j'ai envie de dire, qui ne souhaitent pas peut-être fondamentalement la sécurité du Soudan, étant donné qu'il y a des divergences, étant donné qu'il y a des puissances étrangères qui défendent, il y en a qui défendent par exemple l'armée officielle, d'autres puissances officielles défendent le groupe de soutien rapide, donc il y a une espèce de cacophonie, une espèce de divergence. C'est pour ça je maintiens que d'abord les efforts entrepris par la communauté internationale, l'Union africaine, l'IGAD, et après qu'on force d'appoint certains pays de la région, bien évidemment, qui ont des entrées, qui ont de l'influence culturelle, économique et autres au sein de la région. On peut parler de l'Arabie Saoudite, on peut parler des Émirats Arabes Unis, on peut parler aussi de l'Égypte. Donc l'idée, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une cristallisation d'intérêts, c'est-à-dire une convergence autour, c'est-à-dire une convergence autour de ce que propose l'Union africaine, l'IGAD et l'ONU. Et donc, c'est-à-dire la communauté internationale, il peut aller dans le sens de soutenir les efforts de l'Union africaine et l'IGAD pour que l'on trouve une solution honorable à cette crise. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire chaque pays viendrait avec sa solution, avec ses médiations, avec ses pourparlers, et on n'en sortira pas. Parce que ces médiations, il se pourrait qu'ils ne soient pas aussi neutres que cela puisse paraître. Et donc, il se pourrait qu'ils soient motivés. Alors, je me tourne vers Ahmed Yacoub Dabio pour lui poser la même question, mais en y ajoutant l'expérience de résolution des conflits du centre que vous dirigez. Selon vous, quelle approche de l'Union africaine pourrait permettre de calmer la situation au Soudan? D'abord, il y a une sorte de réticence au niveau des deux belligérants. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. Lorsque l'IGAD a proposé une rencontre, pas de deux dirigeants de l'armée, mais de deux émissaires à Djouba, l'armée était prête, mais les forces de soutien rapide n'ont pas donné une suite. Pourquoi? Parce que l'IGAD, en ce moment, est dirigé par le président Al-Burhan. Mais
lorsque l'Arabie saoudite et les États-Unis d'Amérique ont fait une proposition d'une réunion en Arabie saoudite, les forces de soutien rapide ont immédiatement donné leur accord, mais l'armée est réticente, mais pour ne pas dire qu'elle refuse, l'armée a dit qu'ils peuvent négocier des trêves humanitaires. Mais il est hors de question de s'asseoir autour d'une table avec une partie de l'armée qui s'est rébellée contre l'armée nationale. Voilà la situation qui se pose aujourd'hui. Les deux belligérants, chacun cherche une sorte de parapluie. Mais en ce qui concerne le rôle... Assez rapidement, professeur Yacoub Dabio. Le rôle que l'Union africaine peut jouer, effectivement, on ne peut pas trouver une solution en écartant l'Union africaine, qui sert en quelque sorte de parapluie. Et je viens de donner une sorte de sortie de crise que nous avons étudiée au niveau de notre centre et on s'apprête la semaine prochaine à la publier. En tout cas, on espère que ces solutions contribueront à mieux faire cesser tout court donc, les affrontements au Soudan. Merci à vous, en tout cas à tous les deux, d'avoir accepté notre invitation et merci à vous pour ces éclairages. Mohamed Eshkoundi, je rappelle que vous êtes spécialiste de la gouvernance et du développement en Afrique. Vous êtes professeur à l'université Mohamed V de Rabat. Merci d'avoir accepté notre invitation, professeur Eshkoundi. Merci à vous. Alors, et à vous aussi, merci très chaleureusement Ahmed Yacoub Dabio. Vous êtes expert en gestion des conflits et président du CEDPE, le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous et à Medi 1 pour les efforts qu'elle déploie pour informer tout le monde épris de paix. Merci à vous aussi, à notre public qui nous suit. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission Questions d'actu sur nos pages sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site www.medientv.com ou medianews.com. Bonne suite de programmes sur Média TV. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois.